Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Discours de Donald Trump hier, son discours à la nation, le plus long de l'histoire. J'en avais écouté 40 minutes. Moi, je suis allé me coucher. Je pensais que j'avais vu le plus l'essentiel. Gros. J'en avais pas vu la moitié, semble-t-il. Bon, t'en retiens quoi? Beaucoup de choses, parce que je pense que c'est riche. Normalement, un discours sur l'état de l'Union, c'est pour faire le bilan de l'action, et c'est généralement 1 an au minimum après l'élection d'un président. C'est Ronald Reagan qui avait parti cette nouvelle tradition de prendre la parole devant les 2 chambres réunies du Congrès tout de suite après l'élection, comme pour annoncer le programme, après 5 semaines ou 6 semaines de M. Trump, qui, comme je le disais, je pense hier, calcule le temps comme on calcule des années de chien. 6 semaines, c'est comme à peu près 1 an. Alors, on peut dire qu'il a fait un bilan, il a fait un discours sur l'état de l'Union, ou de la rupture, parce que c'est clair aussi que c'est un président parfaitement en rupture avec tout ce qui a été vu et vécu aux États-Unis dans les 50, 100 dernières années, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de précédents qui annoncent une Amérique ascendante, une Amérique, en tout cas pour M. Trump, qui n'est pas complexé, il s'excuse de rien, où il dit que la guerre à finir avec le monde woke ne fait que commencer, et où il fait l'inventaire de ce que sera le programme, et de ce point de vue-là, ça me semble très intéressant. Je t'avais envoyé quelques notes. Il y a quelque chose que j'ai oublié de souligner, c'est qu'on a beaucoup parlé des ambitions américaines ou celles de Trump sur le canal de Panama. On disait, mais de quoi il parle, les Chinois qui ont pris le contrôle? Dans les faits, il parlait de 2 choses, de 2 très importants ports qui sont à chacune des extrémités du canal de Panama et qui étaient sous contrôle d'un vaste conglomérat de Hong Kong. Hutchison, c'est un groupe multinational extraordinairement puissant. Et ce qu'il disait en creux, c'est ses intérêts chinois, parce que c'est une entreprise de Hong Kong qui est plus tout à fait à distance du pouvoir du parti, pourrait faire en sorte qu'en cas de conflit, c'était sa théorie, il pourrait créer de la perturbation, rendre la navigation plus difficile, parce que la théorie veut que les intérêts chinois soient aussi toujours un peu par extension les intérêts du Parti communiste. Alors, je peux pas dire qu'il a absolument raison. Ce que je peux dire, c'est que les choses ont changé. C'est BlackRock, qui est le plus important gestionnaire de fonds au monde, qui est en train de prendre le contrôle, de racheter à Hutchison les 2 ports. Alors, pour ceux qui se demandaient s'il y avait de l'action, ben il y en a. C'est pas quelque chose dont on entendra beaucoup parler, mais ça vient cristalliser exactement. Mais est-ce que le rachat des 2 ports par BlackRock, ça remplirait les objectifs de Donald Trump, puis il lâcherait Panama, ou bien le canal de Panama, ou bien il va continuer de... Chose certaine, en tout cas, pour ceux qui se sont intéressés à l'affaire, c'était le caillou dans la chaussure, cette idée qu'il y avait aux extrémités du canal des intérêts chinois très présents. Est-ce que ça va fermer le dossier? J'aimerais être capable de répondre à ce genre de questions et de deviner ce que pense M. Trump, mais c'est certainement une partie de la solution de son point de vue. Puisqu'on est dans les questions pointues, là, il y en a une qui se pose. Il y a le secrétaire Lutnick hier, qui a ramené l'idée que le Canada avait fait une proposition extraordinaire en cours de journée, qui pourrait donc, sur cette base-là, y avoir une discussion entre M. Trudeau aujourd'hui, entre M. Trump et M. Trudeau aujourd'hui, peut-être même un nouvel accord qui éliminerait les tarifs de 25 %. Est-ce que tu crois, est-ce qu'on peut enlever les tarifs au bout de 24 heures? Est-ce qu'on peut jouer au yo-yo au clown comme ça? 24 heures, je ne sais pas, ma conviction forte, c'est qu'il ne pouvait pas éviter de mettre sa menace à exécution, parce que, évidemment, c'est ta capacité à être crédible, c'est ton pouvoir que tu émousses. Si à chaque fois que tu annonces quelque chose, tu livres pas la marchandise, fait qu'il était dans une position où il avait lui-même créé les conditions où il était difficile de se dédire. Mon intuition, ce n'est qu'une intuition, c'est qu'il allait probablement trouver une occasion politique dans quelques semaines peut-être pour dire voyez, on a eu du mouvement à la frontière, des Mexicains, des Canadiens, ils nous ont écoutés, ça a marché, on se reverra sur la substance lorsqu'on va renégocier l'entente de libre-échange. Est-ce que ça se peut après 24 heures? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que dans le discours, il a souligné, on pourrait y revenir, parce que la guerre aux narcos et aux groupes criminels organisés est clairement annoncée. On sait en ce moment d'ailleurs qu'au Mexique, les opérations conjointes des forces mexicaines et américaines
font peur dans le monde des narcos. Le New York Times a consacré un long article à ça. Et hier ou avant-hier, il y a 29 des caïds les plus importants qui étaient détenus au Mexique qui ont été livrés aux autorités américaines. Ça, ils aiment beaucoup ça, les Américains, de les emprisonner chez eux, loin du système judiciaire et de la possible corruption du Mexique. Et ça a été souligné comme un geste de bonne volonté de la part du Mexique, comme s'il faisait un peu écho entre les lignes à ce que si vous nous aidez, on va peut-être vous entendre sur les tarifs. Donc, je pense que la partie n'est pas jouée, mais que c'est très possible que ça ne dure pas 1 an ou 2. Bon. Mais 24 heures, ça serait, j'avoue, ça serait loufoque. Yo-yo, comme tu dis. Bon, développement sur l'Ukraine aussi, parce que hier, dans son discours, M. Trump a reparlé de la paix, la voyait à portée de main. Zelensky, dans les heures avant le discours, visiblement, s'activait pour essayer de ressusciter là, ses propositions de paix. Bien, le constat est simple. Au terme de l'exercice de vendredi, évidemment, on était tous un peu consternés. Il y a eu une opinion internationale et particulièrement européenne qui s'est fédérée autour de Volodymyr Zelensky. Mais est-ce que les Ukrainiens étaient en meilleure position, en position de force après l'exercice compte tenu de la possible menace de se faire fermer le robinet américain? La réponse est non. C'est-à-dire c'est ce qui est arrivé et il y a quelque chose qui ressemble à quelqu'un qui prend acte du réel, de ce que c'est franchement difficile de faire sans eux et qui dit, ben finalement, on signera quand vous êtes prêts. D'ailleurs, il dit, alors, là-dessus, on se fie à la parole du président qui, dans les dernières minutes du discours, nous annonce qu'il a reçu une lettre. Il a un ton très sobre. Il n'y a pas de fanfaronnade de la part de M. Trump. Il n'essaie pas de rajouter, il ne met pas d'huile sur le feu. Il dit, j'ai reçu une lettre. Apparemment, on m'a dit qu'ils étaient prêts à signer le deal sur les terres rares et les minéraux stratégiques à notre convenance et qu'ils sont absolument ouverts à la paix sous l'autorité du président des États-Unis. Alors, comment ça a été formulé? Mais c'est évidemment aussi une forme de déférence à l'endroit des États-Unis, de leurs ambitions de faire la paix, sinon même de l'imposer. Les détails vont probablement apparaître aujourd'hui au cours des prochaines heures, mais on ne pourra pas attendre longtemps avant de comprendre ce qui se cache derrière cette déclaration, mais vraiment très succincte du président hier. Mais il était devant l'Amérique réunie pour dire, ben voyez, quand on fait pression, on est entendu. Ouais. Et c'était exactement ce que nous disait M. Trump. Si BlackRock pourrait racheter 2 parts d'une entreprise qui gère des ports au Panama, est-ce que BlackRock, le plus grand fonds du monde, pourrait aussi racheter le Groenland pour le revendre à Trump? Là aussi, des réponses hier dans le discours. Je ne sais pas si tu t'es rendu. Mais ça, il est sérieux avec le Groenland. Là. Ça, il l'a mis dans... Parce que le Canada, 51e État, c'était pas dans le discours quand même. Non, mais là, il est terriblement... Ce qu'il dit, c'est que nous sommes très favorables à l'autodétermination, le droit à l'autodétermination des citoyens du Groenland. Voir ici que s'il y a un référendum sur l'indépendance, les Américains vont surtout pas s'opposer et ajoute derrière, et c'est un horizon tout à fait possible au cours des prochaines semaines, les gens du Groenland pourraient décider mais ils sont 57 000, de se séparer du Danemark. Alors, c'est ce qui fait que c'est peut-être pas cher à acheter. C'est d'ailleurs probablement la proposition qui se profile à l'horizon. Monsieur Trump qui dit, si vous choisissez de faire l'indépendance, nous, on sera prêts à vous tendre la main et plus encore à vous intégrer. Il y a de la place pour vous aux États-Unis, laisse entendre que ça va être très payant pour les habitants du Groenland. Je reviens toujours à cette idée qui a circulé, mais qui n'est pas tout à fait saugrenue. Tu offrirais 1 million par habitant du Groenland, ça coûterait 57 milliards. Dans l'ordre des choses, c'est pas la fin du monde. C'est du change. Imaginons ce pour que les États-Unis, c'est du change. C'est du change pour les États-Unis et c'est pas du change en termes géostratégiques et en termes de ressources potentielles à exploiter. Alors, je te dis pas que ça va être ça le deal. Je te dis que conceptuellement, il faut se faire à l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça pourrait ressembler à quelque chose d'aussi farfelu, parce qu'on n'a pas d'habitude de ce genre de transaction, mais pourquoi pas? Il faut ouvrir notre horizon. Et lui est sérieux, il n'y a aucun doute, c'est pas un hasard s'il en a parlé hier. Ça va être vraiment à suivre. Il a, à mon avis, marqué beaucoup de points dans son discours. Là, j'imaginais le même discours d'un nouveau premier ministre du Québec qui aurait mis la hache dans le gaspillage. Tous ces exemples qu'il a donnés, évidemment, c'était des exemples caricaturaux, mais quand même, tu sais, d'aide là, aux
transgenre, LGBTQ+, du Lesotho, où tu dis, l'électeur moyen aux États-Unis se demande comment des dizaines de millions de notre argent sont allés à des groupes woke en Afrique. Alors, évidemment, c'est pas avec des dizaines ou même des centaines de millions qu'on réglera le problème des 38 000 milliards de dettes, mais la symbolique, ça frappe l'imaginaire, exactement, avec au passage un peu d'ironie sur le Lesotho, puisque tu t'en souviens, rappelant que les Américains savent même pas c'est où. Or, évidemment, pour les habitants... C'est facile à savoir, la petite république enclavée au milieu de l'Afrique du Sud. Exactement. C'est facile à pas savoir. Du Lesotho. Ça a dû être super vexatoire. Mais l'inventaire, donc caricatural, comme tu le dis, de ce qui était dépensé, de ce qui l'est plus apparemment et du potentiel d'économie pour les États-Unis. Mais surtout, derrière ça, c'est son intention déclarée de faire le ménage en disant si on crée une seule nouvelle règle, il faudra en abolir 10 qui existent déjà dans le livre. C'est aussi le salut à Elon Musk, qui, on l'aura compris, était habillé, mais alors là, spick and span, il s'était mis sur son 36, il y avait un costume et une cravate. Il n'était pas question de souiller l'enceinte sacrée du Congrès. Il n'était pas en jean et en T-shirt. Elon Musk salué. Donc, pour tous ceux qui se disaient, est-ce que ce ménage, ce couple improbable va durer? En tout cas, hier, c'est un gigantesque pouce thumbs up que faisait M. Trump à Musk en disant « Nous n'arrêterons pas, nous allons continuer, nous allons aller jusqu'au bout. » D'autant que les forces d'inertie qui vont se mettre en place vont être probablement mieux organisées dans 6 mois et dans 1 an qu'elles le sont aujourd'hui. Fait que je crois qu'il y aura, de leur point de vue, une accélération. Ils renonceront pas à court terme, une accélération pour réduire, sinon même réduire beaucoup la masse salariale du gouvernement américain et faire le ménage dans toutes sortes de programmes, dont ceux qu'il nous présentait hier. Tout ça dans un discours qui a commencé... les 5 premières minutes, il s'est vanté. C'était sincèrement ridicule, là, du mauvais spectacle. C'est comme s'il produisait un gros show de télé avec tous les caméos. Alors, c'est habituel au discours sur l'État de l'Union, qui n'en était pas un tout à fait, mais où tu vas rendre hommage à une personne à un autre. Mais là, c'était d'abord les témoins. Oui, mais après ça, c'est tous les témoins de l'Amérique, tous les fans de M. Trump qui étaient là, y compris ce jeune enfant, 13 ans, en rémission de cancer, qui aime la police et qui a été nommé membre des Secret Service, des services secrets, membre honoraire. Alors, produit pour la télévision. Après, évidemment, comme tu l'as dit, ces 5 premières minutes où Donald Trump le plus grand de tous les temps, le plus grand président de l'histoire, son mandat, les 43... Est-ce que j'ai compris plus grand que George Washington? Oui. Il arrive devant ou en deuxième, c'est ça, c'est bien ce que j'ai compris. Je te rappelle qu'il était 3 heures du matin pour moi quand j'ai commencé. Ce sont les 43 jours les plus importants, là, c'est son début de mandat, les 43 jours les plus importants de l'histoire des États-Unis. Stéphane, merci. À demain.